de l'Angleterre, on retrouva, là encore, les paisibles gestionnaires de fonds de pension. Ils ne pouvaient décliner l'offre des Raiders d'un bien meilleur rendement de leurs investissements. Quand vous avez vu quelqu'un comme Hanson lancer une série de PA et en retirer apparemment des profits assez considérables, qu'il vient alors vous trouver pour une nouvelle OPA qui présente un potentiel de gain de 25 ou 30%. Et que les dirigeants en place ont présidé à des profits en baisse depuis 10 ans, mais vous disent que tout va repartir pour le mieux. C'est un peu difficile de les croire et de refuser ce gain immédiat. La manière dont cela se passait était peu séduisante, parce que certains s'enrichissaient fortement au passage. Cela vous gênait? Non. Le critère était le bilan du fonds. Cela devait être le critère. Et les actifs montaient. Si quelqu'un s'enrichissait au passage, ce n'était pas à nous d'émettre un jugement moral. Personnellement, je trouvais cela fort peu séduisant. Mais cela ne vous gênait pas. Quel était votre devoir? Nous avions un devoir envers les membres, uniquement envers nos membres. Nous gérions des investissements en vue de nos plans de retraite. Nous n'étions pas là pour remodeler l'Angleterre, ce n'était pas notre travail. Mais vous étiez utilisé dans un remodelage de l'Angleterre. En partie, oui. Mais cela nous échappait complètement. Nous ne faisions que gérer des investissements du mieux que nous le pouvions, comme nous avions appris à le faire. L'homme qui avait lancé le mouvement des prises de contrôle, Michael Milken, était devenu l'un des individus les plus puissants des États-Unis. En 1985, il accueillit à Los Angeles la conférence annuelle des obligations à haut rendement. Mais tout le monde la baptisa le bal des prédateurs. Tous les Raiders vinrent y rendre hommage à l'homme qui les utilisait pour changer la face de l'Amérique, en faisant d'eux des milliardaires au passage. Nous étions 60 en 1980 et beaucoup étaient de Drexel. C'était tout petit. En 1985, 5 ans plus tard, nous étions 3000. Avec des centaines de sociétés émettrices et des centaines d'autres qui frappaient à la porte. 3000 personnes de 85 à 89 quand tout s'est arrêté. Voilà l'effet boule de neige. Et c'en est arrivé au point où n'importe quel type qui avait l'esprit d'entreprise dans le monde entier devait venir nous voir, parce que nous avions la possibilité de financer ce que vous vouliez. Ça se bousculait. C'était le ticket d'entrée le plus convoité au monde. À la fin de la conférence, tous les invités reçurent une vidéo conçue par Milken. Elle montrait sa vision de la nouvelle Amérique, celle qu'il était en train de créer en détruisant les vieilles compagnies. Perception and reality, to accept change, to resist change. High yield bonds. À la fin, Michael Milken reçut la bénédiction ultime. And out walks Frank Sinatra. Alors apparaît Frank Sinatra. Frank Sinatra qui s'approche de Michael Milken et lui dit « C'est toi le gars des junk bonds ?» Michael lui répond que oui. Il lui dit « Tiens, fais en sorte que j'ai plein de junk bonds. » Et il avance sur la scène. Le rideau s'ouvre sur son orchestre de 22 pupitres. Frank Sinatra se retourne, regarde la salle et dit « Start spreading the news. »
Répandez la nouvelle. Je mesurais 3 mètres. C'était l'apogée de mon existence. C'était fou. Nous venions de nulle part et nous avions Frank Sinatra et son orchestre et il disait « Répandez la nouvelle. Allez, les apôtres !» People are upset by vulgarity. And vulgarity is to some degree a sign of vigor. It means that new people, coming from nowhere, are making it. It's the old American dream. Anybody can become a millionaire. So if we want change, if we want vigor, we're going to have vulgarity. It's one of the things which irritates, but which is necessary. Milken destroyed a world that was run by privilege. Milken a détruit un monde qui était régi par les privilèges, par les relations mondaines, par les professionnels de la politique, et l'a transformé en une mêlée générale où le marché décide jour après jour, minute par minute même, qui aura le pouvoir, qui aura la richesse et qui n'en aura pas. Milken comprenait sûrement son pouvoir, mais il pensait qu'en fin de compte, c'était un pouvoir salutaire, un pouvoir qui profitait au pays. Parce qu'il avait réellement l'impression de démocratiser le processus d'accès à la richesse et au pouvoir. James Goldsmith était à présent un des hommes les plus riches du monde. Il pesait plus de 2 milliards de dollars. Il vivait à New York, dans une vaste maison construite à son intention au cœur de Manhattan. Elle reste vide aujourd'hui, 2 ans après sa mort. Mais Goldsmith commençait à souffrir de la folie des grandeurs. Il oublia qu'il n'était rien de plus qu'une créature des banques. Après avoir arraché le contrôle de l'industrie à l'État, il décida qu'il avait maintenant les moyens de s'emparer aussi de la politique étrangère. Et son premier objectif était de détruire l'Union soviétique. Goldsmith pensait que le mouvement antinucléaire, alors en pleine expansion à l'Ouest, était complètement contrôlé par les soviétiques. Lui et quelques autres magnats de droite montèrent donc une organisation privée pour saper le mouvement pacifiste. Goldsmith allait privatiser les services de renseignements occidentaux. La contre-subversion privatisée fut notre tentative de prendre la relève de notre service de contre-subversion, le MI5. Nous avons pu le faire parce que nous avions le soutien d'un certain nombre de magnats de différents pays qui souhaitaient l'effondrement du système soviétique. J'hésite à révéler qui d'autre que Jimmy Goldsmith nous soutenait, mais je pense que, vu le temps passé, Rupert Murdoch n'aurait pas d'objection à ce que je mentionne son nom. We shall overcome, a kind of unofficial anthem of the world peace movement. La principale cible de Goldsmith était le Conseil mondial pour la paix, une organisation inoffensive et inefficace. Mais il était convaincu que c'était une officine des soviétiques. Il consacra des millions de dollars à une série d'opérations clandestines pour tenter d'en faire la démonstration. Nous avons réussi à infiltrer toute leur affaire d'une manière qui a complètement pris par surprise les organisateurs communistes. Par exemple, quand la réunion du Conseil mondial pour la paix a débuté à Copenhague, 2 de nos membres avaient une banderole, une très grande banderole, qu'ils ont déroulée en avançant vers la tribune afin que les gens qui étaient dans le public, derrière eux, puissent lire ce qu'elle portait. Bienvenue à la conférence de paix du KGB. Cela a déclenché les rires et les cris d'indignation des communistes. We can and shall save this world and save our children. Our children shall live, shall dance, shall play. All the children of the world, all the children of all the countries.
Lorsque Jimmy Goldsmith et d'autres amis à nous ont appris cela, ils étaient ravis. Et ils ont eu le sentiment d'avoir fait le bon choix en nous soutenant. Les tentatives de Goldsmith pour terrasser le communisme n'étaient guère plus qu'une